Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Julien Aubert. Bonjour, président de l'Institut Valmy. Vous avez été député, bonjour à vous. Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national Les Jeunes Républicains, bonjour. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, bonjour à vous. Et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Bonjour. Et vous collaborez également à l'Hémicycle, la revue dirigée par notre camarade, confrère et ami Éric Revel. Trump et Musk, j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire, pénurie de popcorn aux États-Unis. Effectivement, la guerre est déclarée. On va revenir également sur l'élection d'Olivier Faure à la tête du PS ce matin. Bruno Retailleau qui devient plus populaire que Marine Le Pen. Et puis, on verra si on a le temps de parler des sites porno désormais inaccessibles en France. Alors, Julien, je vous ai autorisé, même si on l'a fait hier, un coup de cœur sur Loïs Boisson. Ah bah oui, parce que il y a eu la victoire football du PSG, mais quand on est sur du sport collectif, il y a quand même derrière une histoire d'investissement financier. Dans l'affaire de Loïs Boisson, moi ce que j'aime, c'est que cette jeune fille est arrivée quasiment inconnue. Elle faisait une cagnotte, elle avait raflé quelques centaines d'euros. Et c'est la belle histoire du sport. C'est-à-dire que brutalement, elle se retrouve devant les projecteurs, sa vie change et elle nous rend fiers. Voilà, tout simplement, même si elle a échoué hier, je pense que c'est le début d'une belle aventure et donc c'est aussi la beauté du sport et dans Roland-Garros. On sait comment ça commence, on sait jamais comment ça se termine et brutalement vous avez cette espèce d'envolée d'enthousiasme d'un pays pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Ça me rappelle ce qui s'était passé pour le nageur lors des Jeux Olympiques où brutalement il y a un retournement. C'est vrai que 65e mondial. Alors on va militer pour une wildcard à Wimbledon, parce que elle était pas. Alors une wildcard, ça veut dire que c'est une invitation qui est faite par la fédération. Ce qui s'est passé pour Roland Garros. Parce qu'elle ne pouvait pas être dans le tableau final. Elle était 237e ou quelque chose. Mais elle est 360e. Tu n'as pas accès au tableau final. Elle était 363e. Elle est passée 66e. Et vous avez vu, elle est arrivée avec son petit. Moi, ce que j'aime, c'est la simplicité de la fille qui a un short et un débardeur. Les autres, elles ont des machins à volant. Le look est pas terrible, Valérie, je me permets. Mais c'est la tradition, c'est voilà. À Wimbledon, je me suis posé la question, si elle va à Wimbledon, il faut être habillée en blanc, vous savez. Je me demande comment ce sera. Mais en tout cas, elle mérite ce coup de cœur aujourd'hui. Autre coup de cœur avec vous, Arnaud. Très différent. Oui, très différent. On va parler d'industrie. Alors, il est beau le débit de l'eau. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une chanson du Fou Chantant. Si cette référence vous échappe aussi, il s'agit de Charles Trenet. Et si vous ne savez pas qui est Charles Trenet, je ne peux plus rien pour vous. Donc, une bonne séquence. Vous savez, Théo, vous êtes le plus jeune. Vous savez. Douce France, la mer, moi j'aime beaucoup. Bravo. Voilà, très bien. Je pensais que vous alliez dire, il est beau le lavabo de Vincent Lagaffe. Merci. Non, il est beau le débit de l'eau. Je fais une petite parenthèse, pardon, que vous avez raison de dire ça, parce qu'on a appris cette semaine la disparition de Philippe Labro, et nous avions quelques-uns de nos débatteurs d'une trentaine d'années pour qui ça n'évoquait pas grand-chose. Refermez la parenthèse. Alors allez-y, je vous écoute. Donc une bonne séquence s'ouvrirait-elle pour l'industrie française? On apprenait en début de semaine le rachat par l'État de l'activité supercalculateur d'Atos, très important pour notre dissuasion nucléaire. Enfin, on regrettera que celle concernant l'analyse d'images satellites par IA n'ait pas fait partie du deal. Ensuite, c'est l'arrivée de Bernard Fontana à l'EDF qui s'accompagne de bonnes nouvelles. Fontana avait, quand il était à Framatome, travaillé en secret la reconception des EPR pour les débarrasser des lourdeurs allemandes de Siemens qui empêchaient finalement de développer ce réacteur dans les temps impartis. C'est à peu près la même chose qui était arrivée dans l'aéronautique où tant qu'on s'en était pas occupé, la 400M, etc. Dégermaniser l'EPR. Dégermaniser l'EPR, ce qui permet aujourd'hui de le construire en 5 ans. Toujours en secret, il avait gardé les équipes du projet Astrid qui peut repartir aujourd'hui et qui va peut-être nous permettre d'être complètement indépendants, y compris même en carburant nucléaire dans les années... Étouffé par Emmanuel Macron. Dans les années qui viennent. Last but not least, on apprend, en bon français, que le fleuron de l'industrie française, Suez, venait de trouver une solution pour sa direction. Et oui, Suez, le géant de l'eau, d'où le titre de ce petit billet, avait été victime, vous savez, de la bataille avec l'autre géant des déchets et de l'eau qui était Veolia, et ça avait laissé des traces profondes. C'est donc une période d'intérim très longue de 6 mois qui s'achève avec la nomination de Xavier Gire comme directeur général de Suez. Thierry Déaut, destiné, restera donc président. C'est un ticket innovant, président-directeur général, une alliance entre le financier
et l'ingénieur. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres entreprises. Mais surtout, ça clôt la période de Sabrina Soussan, qui cumulait les deux fonctions de présidente et de directrice générale et qui avait mis le groupe dans de grandes difficultés. Les enjeux pour Suez sont énormes et là encore, il y a des bonnes nouvelles. Car la force de la recherche et développement paye aujourd'hui avec des brevets novateurs, notamment sur la valorisation des déchets, la désalinisation de l'eau grâce au solaire. Ça fait plaisir quand même de faire cocorico, même si on devient gourmand et on voudrait d'autres bonnes nouvelles dans l'industrie et pour l'emploi français. Mais alors donc, cocorico. Cocorico, vous avez une réaction? Le sujet de l'eau est un sujet mal mis sur la place publique. Oui. Et quand on parle de l'industrialisation ou la réindustrialisation du pays, on parle souvent de l'énergie, c'est un vrai sujet. On parle moins du problème de l'accès à l'eau dans les 30 années à venir, y compris dans un pays comme le nôtre avec le réchauffement climatique. Et donc on a besoin effectivement de solutions innovantes et d'avoir des géants qui vont nous permettre de penser cet accès à l'eau, parce qu'on risque demain peut-être d'avoir une industrialisation qui ne pourra pas se faire faute d'eau. Dans certains pays, on récupère 99% des eaux usées. En France, on en est à 1%. Puis il y a un autre truc, c'est qu'on peut faire de l'énergie aussi avec l'eau. On oublie. C'est un des combats de mon camarade, je crois qu'on est plusieurs à être camarades avec lui ici, Loïc Le Floch-Prigent, qui se plaignait qu'on ait fermé les stations de bord d'eau qui permettaient de faire de l'électricité avec les cours d'eau en France, et on en avait fermé près de 60%. Petite hydraulique. Alors j'ai une question, Veolia, ils ont honte de leur nom ou pas? Parce que pas très loin de chez moi, il y a des barrières qui sont là depuis un mois et qui n'ont pas été retirées. Il y a marqué l'eau dessus, donc je ne savais pas à qui ça appartient, l'eau, quelle compagnie, il y a juste marqué l'eau. L'eau. L''EAU, donc il y a encore quelqu'un qui a trouvé que c'était une bonne moyenne, un bon communicant, mais si jamais vous avez un problème avec vos communicants, n'oubliez pas de passer par Sud Radio pour contacter. Il faut dire que le déchet, ça aurait été moins vendeur. L'eau, les poubelles, c'était déjà pris. Donc je ne sais pas à qui il faut s'adresser pour que ces barrières soient retirées. Donc j'ai mis un petit mot et on m'a répondu que c'était Veolia. Donc ça ne s'appelle plus Veolia, ça s'appelle l'eau. Voilà. Oui, mais c'est une espèce de mode horrible et chez les communicants de vouloir essayer de rendre les choses extrêmement courtes. On se rappelle, en politique, il y avait aussi les radicaux. Ouais. Puis ça coûte un coup de pognon de dingue, non, de changer les logos et tout ça. Mais ça permet à des gens de vivre, c'est un écosystème aussi. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se retrouver dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, ancien député, Théo Hamsaadi, vous êtes délégué national des Jeunes Républicains, Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Et également, vous collaborez au journal L'Hémicycle, dirigé par Éric Revel. On va revenir sur le clash entre Trump et Musk. On va parler des sites porno désormais inaccessibles en France. Olivier Faure réélu à la tête du PS, une victoire à la Pyrrhus, on peut le dire comme ça. Bref, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Pardon ? Non, avec un très grand corps électoral d'ailleurs. Oui, combien ? 40 000 militants, je crois, apparemment. Ouais. C'est Théo, vous, c'est un coup de cœur ? Oui, c'est un coup de cœur sur la motion de rejet qui a été votée par l'Assemblée nationale cette semaine, la semaine dernière, au sujet de l'A69. Donc une motion de rejet en fait qui a été proposée par LFI en Assemblée nationale, qui pensait donc en fait pouvoir mettre un terme à ce projet de loi qui notamment va en fait faciliter et donner les moyens à ce que l'A69 se fasse finalement. Puis au final, très bonne stratégie je trouve de la part du bloc commun comme on l'appelle, c'est de valider cette motion de rejet pour qu'ensuite elle puisse passer en CMP, en commission mixte paritaire, pour que le projet soit débattu et à la fin validé. C'est une très bonne nouvelle parce que l'A69, c'est plus qu'une autoroute, c'est plus qu'un projet. C'est un symbole politique, c'est le symbole politique d'un État qui ne doit pas se laisser faire par les minorités, par la dictature des minorités, et d'un État qui, à partir d'un moment où il décide, il tranche, d'avoir un projet structurant, ça doit se faire. On doit arrêter d'avoir un État faible qui se laisse faire par des minorités, notamment les zadistes dans le sud Tarn. L'État doit s'affirmer et c'est une très bonne chose. C'est un projet qui est une très bonne nouvelle pour les habitants du sud Tarn. Moi, je suis d'Occitanie, donc nous, c'est un sujet structurant pour nous, les habitants de cette région-là. Et on a en fait un peu ras-le-bol de ces écolos qui viennent des métropoles, de Bordeaux, Toulouse. Vous pouvez pas dire ça. Il y en a qui sont locaux et qui sont. J'en connais quelques-uns qui sont absolument pas d'accord avec ce
ce On projet. les appelle les éco-locaux, d'ailleurs. Et voilà. Mais oui, mais je peux vous dire qu'il y a quand même une très grande partie aussi de militants qui viennent d'un peu partout pour justement, parce que pour eux, la 69 est un symbole, c'est un combat, et qui viennent un peu partout en France pour militer contre. Je vous rappelle de Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ça. Et justement, le sujet, c'est de ne pas refaire Notre-Dame-des-Landes, c'est de respecter la volonté locale. Et encore une fois, à partir du moment où l'État affirme, l'État doit faire. Et c'est toute une question aussi d'autorité de l'État et d'importance de l'État, de quelle vision on a de l'État. Et aujourd'hui, si on veut une France puissante, l'absurdité du processus, c'est-à-dire que tout n'avait pas été purgé, donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Enfin, on a un peu de mal à comprendre. Il y a quand même un sujet, je veux dire. Aujourd'hui, on voudrait construire des tours Eiffel, on n'y arriverait pas. Moi, à Avignon, il y a un projet qui est la liaison Est-Ouest, qui a une liaison de contournement. Avignon est une des villes les plus embouteillées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça fait 40 ans. Et on a le tracé, etc. Et on a encore des gens qui disent, c'est écologiste. Ah oui, non, mais il faudrait un autre tracé, parce que vous comprenez, le tracé qu'on a validé il y a 20 ans, donc c'est sans fin. Et pendant ce temps-là, vous avez des milliers de gens qui attendent dans leur voiture. Donc je pense quand même qu'on devrait avoir une réflexion. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui est allé vite ces dernières années, c'est quand l'État a dit, je mets de côté mes règles. La reconstruction de Notre-Dame, les Jeux Olympiques, voilà. C'est la fast track, comme on dit là. Alors, Gilbert, coup de gueule. Ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire. Je vais vous parler de la suppression, de la suspension de ma prime Rénov'. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je peux dire, même si j'ai ma petite idée. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est la grande difficulté dans notre pays à avoir un peu de visibilité réglementaire. C'est d'ailleurs ce que nous reprochent beaucoup d'investisseurs en France. Le fait que tout peut changer du jour au lendemain et passer d'un marché assez favorable à un marché assez contraint qui perd de l'intérêt. Et que dire des particuliers qui, du coup, auront du mal à se lancer dans des gros travaux dans les mois à venir. Alors, de quoi s'agit-il ? Juste pour faire un petit tuto, ma prime Rénov'. Pour favoriser la rénovation des passoires thermiques, l'État a accordé une aide aux particuliers pour rénover son habitation. C'était plutôt une bonne idée au moment où la transition environnementale, n'en déplaise à ceux qui contestent la 69 ou la 64, pardon, est devenue un enjeu de société, 69. Même si aujourd'hui on se préoccupe plus visiblement de la fin du mois que de la fin du monde. Bref, on est dans à hauteur de 2-3 milliards les particuliers pour faire des économies d'énergie. On a poussé un mouvement qui provoquait un peu un effet levier auprès des artisans locaux. Puis badaboum. Eric Lombard, il a annoncé un arrêt pour remettre à plat le système. Alors, victime de son succès, mais surtout victime des fraudes massives. Les particuliers sont harcelés par des vendeurs de solutions magiques, les entreprises qui veulent vous survendre des produits et peut-être un peu trop gonflés, ou des intermédiaires véreux. Vous savez, il y a des intermédiaires qui proposent de s'occuper du dossier. Alors, pour l'année 2024, les autorités ont identifié 16 000 dossiers suspects, ce qui représente 12% des dossiers traités, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, mon premier coup de gueule, c'est pour dire que la France ne peut pas tourner sans stabilité réglementaire. Monsieur l'ancien député, vous le savez bien qu'on ne peut pas changer. Beaucoup d'artisans risquent de fermer boutique là, dans les prochains mois. Je peux vous dire que c'est chaud pour eux. Et puis, il y en a ras-le-bol de ces pays où, dès qu'il y a une opportunité, on a tous les fraudeurs qui rappliquent les panneaux solaires, les fenêtres, le CPF. On a tous reçu des SMS, profite de ton CPF. J'ai croisé quelqu'un qui me dit c'était cool, on s'est fait plein de thunes. Ça veut dire qu'il y a plein de gens autour de nous qui fraudent. Alors, on a compris que l'environnement, en plus, pour conclure, n'est pas une priorité. Alors, l'autoroute a repris. C'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, il y avait un sujet. On autorise les néonicotinoïdes, vous savez, qui font du mal à mes abeilles, vous le savez très bien, Valérie. On supprime les ZFE. Bref, welcome to the ancien monde, avec une planète qui chaud, des artisans qui vont souffrir, des ménages qui doutent, et des fraudeurs qui trouveront sans doute de nouvelles niches pour gagner plein de sous. En fait, sur ma prime Rénov', après, il y a un problème de l'État, d'abord, qui ne savait pas comment il voulait aider et qui il voulait aider. Soit on veut aider les gens très pauvres dans les passoires thermiques, et dans ce cas-là, on fait une enveloppe et on réduit. Soit on veut aider un mouvement de masse en disant il faut que les classes moyennes puissent s'en saisir. Et en réalité, la petite enveloppe ne suffira pas. Vous ne pouvez pas rénover des centaines de milliers. Donc déjà, il y a un problème, je dirais, de conceptualisation de la transition écologique, suivant qu'on considère que c'est un phénomène massif où il s'agit d'aider vraiment les plus précaires. Et puis après, il y a un deuxième sujet, qui est qu'effectivement ensuite, vous avez le secteur qui intègre le fait qu'il y a des subventions, donc les prix augmentent. Et puis troisièmement, il y a la question aussi de la certification de ceux qui le font. Et on l'a eu sur la question du DPE, on l'a eu sur beaucoup de choses. Bon, mais on devrait en tirer les conséquences. On a un système qui est finalement trop public pour être efficace, mais trop privé pour être honnête. Bon, il faudrait peut-être trouver... Voilà. À la limite, je n'ai pas la solution magique. Mais voilà. Après, sur les néonicotinoïdes, je maintiens que pour les betteraves, si quelqu'un a déjà mangé du miel de betterave
dans cette enceinte qui nous disent ça m'intéresse, les abeilles ne butinent pas les fleurs de betterave. Oui. C'est pas le sujet. Pour les abeilles, c'est que ça les fait perdre. Pardonnez-moi de revenir sur ce sujet qui me tient à cœur, Valérie et Juliette aussi. Mais c'est que les néonicotinoïdes font perdre l'orientation aux abeilles qui ne peuvent pas rejoindre les ruches et qui meurent. Voilà, c'est ça le sujet. Donc elles peuvent pas faire de miel. Oui, moi je parle des produits pour les betteraves. Pour les betteraves, c'est encore un autre sujet. Mais la rénovation énergétique, c'est un vrai sujet, puisqu'on a appris aussi que le diagnostic thermique ne fonctionnait pas, enfin qu'il y avait un nombre d'arnaques aussi invraisemblables. C'est très grossier. Enfin, si vous avez déjà fait faire des DPE, en réalité, on est sur des solutions très globales. Vous cochez des cases, monter à 70 000 € hors taxe. Mais vous avez le même sujet sur l'ADAPT. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire financer. C'est pour les personnes âgées qui peuvent se faire financer une douche, une baignoire spécifique. Vous savez, le truc qui monte l'escalier. Là aussi, alors, un ami me disait, n'en parle pas, parce qu'il ne faut pas qu'il s'occupe de ça. Mais là aussi, il y a aussi des. Oui, mais les effets d'aubaine. Les effets d'aubaine. Ça a toujours existé. Pour les escrocs, ça a toujours existé. Mais moi, ce que je retiens sur le papier de notre ami, c'est en effet cette impossibilité que nous avons à avoir de la stabilité réglementaire. Oui, c'est ça. On a déjà souvent parlé, mais parce que cette instabilité, elle est pas simplement réglementaire, elle est aussi fiscale, elle est aussi, ce qui empêche un certain nombre d'entreprises de pouvoir se développer aussi. Vous avez un plan de financement, vous avez un business plan qui est prêt, et vous attendez à ce que sur les années 1, 2, 3, et vous allez pouvoir rembourser éventuellement les investissements que vous aviez faits. Et puis finalement, non, vous pouvez pas les rembourser parce que ça a encore changé, ça a modifié. On a changé la TVA, on a changé la réglementation, on a changé la fiscalité, les procédures d'aide et les procédures. Exactement. Et vous vous retrouvez dans une situation extrêmement difficile. Mais c'est la même chose pour regardez les véhicules. Pendant des années, on a expliqué aux gens, c'est merveilleux. Et acheter du diesel, c'est l'opportunité, c'est bon, allez-y. Après, t'as acheté un diesel, salopard. T'as acheté un diesel, c'est horrible. Et donc les gens se retrouvent avec des voitures qu'ils peuvent pas revendre. Et en plus on les taxe. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas circuler dans certaines zones. Mais ils peuvent pas circuler dans certaines zones. Non, mais ça, heureusement, on est en train de le faire péter. Comment? Les feux, on a fait péter. Parce qu'il reste encore les ânes à faire péter. Ça contribue à l'instabilité dont on parlait. Parce qu'en matière d'écologie, d'abord, il y a des gens qui veulent aller vite. Or, en fait, une transition écologique, c'est une transition qualitative. On dit on va payer plus cher pour avoir un mode de vie qui sera sensiblement le même. Quand on l'applique à 70 millions de Français, ça coûte très cher. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux me payer une transition démographique parce que j'ai une explosion des personnes âgées, une transition écologique, c'est-à-dire que je dis tout le monde va payer plus cher pour avoir le même mode de vie, et est-ce que je peux faire ça de manière simultanée tout en investissant sur la recherche, sur la technologie de demain? Alors je suis très endetté et j'ai un modèle social mal financé. En cassant les groupes énergétiques français, en leur mettant des bâtons dans les roues, parce qu'on a quand même embêté nos énergéticiens comme il faut quand même. Il y a Muriel Dutarn qui est très en colère contre vous, Théo. Elle dit il faut arrêter cette mauvaise foi. Quantité de gens ne veulent pas en majuscule de cette autoroute. Ça n'a rien à voir avec les écolos. Il y a des solutions alternatives. Cherchez à qui cela profite. Et on n'est pas écolo pour autant ras-le-bol. Ça profite aux habitants du Tarn. Peut-être pas Muriel, mais aux autres. Allez, on se retourne. Non, je ne pense pas. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Moi, je voulais commenter le homejacking dont a été victime... ça vous voilà. Christophe Beaugrand hier. Alors c'est pas parce que c'est une star, on l'a dit hier. Il y a beaucoup de une personnalité, beaucoup de homejacking de plus en plus. Il témoignait ce matin sur TF1. Écoutez sur cette irruption brutale à son domicile. On n'a pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Moi, je me suis levé d'un bond et je suis monté dans la chambre de mon petit garçon qui dort au 2e étage. On a 3 niveaux dans notre maison. Je suis sorti par la fenêtre et on est monté sur le toit avec mon fils. J'ai entendu mon mari hurler « au secours, au secours ». Et après, j'ai plus rien entendu. Ça m'a fait penser, vous savez, dans ces films d'horreur, quand il y a un personnage qui se cache, il se cache dans un endroit où il va forcément se faire choper ou il peut pas s'enfuir. Et je dis, et quand on regarde le film, on dit mais qui sont cons cette nuit-là? Et ben, je me suis dit ça. Après, là, c'est un réflexe. On réfléchit pas. J'ai voulu sauver mon fils. Voilà. Alors, certes, il est connu, ça permet de mettre l'accent, enfin le coup de projecteur sur les homejacking. Vous me disiez, Arnaud, qu'il y en avait eu 3 la semaine dernière à Neuilly. Il y en a de plus en plus. C'est une société de plus en plus violente. Moi, j'ai un ami à qui c'est arrivé. 3 mineurs ont été arrêtés. Que croyez-vous qu'il arriva? Rien du tout.
Rien du tout. Dans le football, il y a un tas d'histoires où quand les joueurs sont en train de jouer leur match, sont soit cambriolés, soit leur femme se fait kidnapper ou en tout cas séquestrer. Non, mais homejacking, ça veut dire que les gens arrivent, tombent sur vous et ne se barrent pas, comme on l'imagine, ou comme dans les films où le voleur s'en va. C'est les chauffeurs du XVIIIe siècle, hein, les gens qui attaquaient les gens, ils leur mettaient les pieds dans la cheminée pour savoir où ils avaient caché les sous. C'est vieux comme les grandes compagnies. J'avais adoré la phrase de Bruno Guillon qui s'était fait homejacker, vous vous souvenez, qui avait dit qu'est-ce que ça vous a fait? Je me suis dit qu'il faut jamais dormir tout nu. Oui. Non, mais bien sûr, parce que ça arrive. Non, mais alerter, enfin dire que ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive. Mais bien sûr. Alors ils repèrent en général effectivement les professions. Comment ils repèrent je veux dire, est-ce qu'on s'est posé? Vous savez, il y a eu des tentatives d'enlèvement aussi, parce que ça y est, c'est le Mexique. Il y a des gens notamment récemment avec la crypto. Exactement, avec les cryptos. Il y a eu plusieurs enlèvements liés au milieu des cryptos, donc j'imagine qu'il y a aussi des homejacking qui sont liés à ça. Mais comment les gens ont les informations? C'est en vérité, ils sont renseignés. Ben, on le sait, puisqu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Donc on sait, en tout cas une partie. Ils sont renseignés par des copains à eux qui bossent soit comme livreurs, soit qui bossent dans les compagnies de téléphone et qui leur donnent les numéros des gens, des personnalités importantes, et donc leurs adresses. Les gens qui travaillent dans l'entretien des immeubles, etc. C'est ça qui se passe. Ah oui, il y a toujours une complicité. Plus les réseaux sociaux. Plus les réseaux sociaux. Où les gens arrivent à casser toutes les infos, les protections. Y compris les narcos, parfois, vont sur les réseaux sociaux pour frimer un peu avec leur bagnole et leur succès. C'est les flics qui disaient ça. Ils disent, on commence par là. Juste le coup de gueule portait sur les commentaires homophobes qu'il y a eu suite à ce homejacking du style, vous mettez la vie, voilà, on autorisait les homosexuels à avoir des enfants et ils mettent la vie des enfants en danger. Enfin, il y a eu vraiment des commentaires. Moi, sur l'humanité, ça m'a vraiment choqué sur le peu de compassion, indépendamment que ce soit quelqu'un de connu ou pas, mais ça dit quelque chose aussi de la société. Parce que quand on voit d'abord la violence brutale, enfin le fait qu'il n'y a pas de respect pour la vie des autres, donc on l'a du côté de ces délinquants. Mais on voit que c'est quelque chose peut-être plus diffus dans toute la société. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive à quelqu'un qu'on ne connaît pas, moi je ne connais pas Beaugrand, etc. Mais on ne se met pas à leur place en fait. C'est-à-dire que la réaction des gens, c'est faire un commentaire idéologique ou bien fait pour eux. Parfois ils ont du pognon, tant pis pour eux. Des choses comme ça. Mais ça a toujours été ça. On rayait les. Quand j'étais môme, mon père avait une boîte, il avait une grosse BMW et les mecs disaient toi avec ta grosse bagnole, ou alors on se retrouvait avec la portière rayée à coups de clé. C'est amplifié par les. C'est quand même un truc en France, c'est un peu spécial avec ça quand même. C'est surtout amplifié, je pense, par les réseaux sociaux et le fait qu'en fait on a l'impression quand on est derrière notre écran qu'on est un peu invisible, que ce qu'on va dire ça a peu d'importance et qu'on peut insulter tout le monde, déshumaniser tout le monde. Bien sûr. Et il y a une sorte de déshumanisation, je trouve, dans la société depuis quelques années maintenant, qui est très inquiétante. On ne se considère plus comme humain, comme faisant part d'une même société, d'une même nation, mais un peu comme des rivaux, comme si on devait tous se moquer, se détester. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qui se cache derrière ces messages anonymes. Ce sont souvent des gens, c'est pas idéologique, c'est même pas au nom d'une philosophie, d'une religion. C'est des gens qui parlent, qui commentent avec une violence qui ne s'applique pas à eux-mêmes dans leurs rapports sociaux au quotidien. C'est assez incroyable. À chaque fois qu'il y a eu les procès, c'est des personnes. C'est assez fade. Mais là, je viens de demander à un ami qui a été homejacké il y a 2 ans. Je lui dis est-ce qu'ils ont été condamnés? Il me dit non, l'instruction est toujours en cours. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Un sujet justice aussi. C'est 2 ans. Ils n'ont pas été condamnés, ce sont des mineurs. Ils n'ont pas été condamnés, ils n'ont pas été jugés pour l'instant. Ils n'ont pas être majeurs. Faut peut-être introduire une règle. On applique la peine. Non, mais vous vous rendez compte en fonction de l'âge auquel ils arrivent devant le juge. Donc, ils sont arrêtés mineurs, mais si par hasard la justice a pris 3 ans, bam, t'es majeur, on t'applique les règles. Non, mais vous vous rendez compte la lenteur de la justice, la douleur des victimes. Il n'y a pas que sur les homejacking. Non, bien sûr, non, mais c'est un exemple. Mais vous avez vu la prof qui a retrouvé son élève contre qui elle avait porté plainte, qui avait été agressée, et l'élève a été libéré. Elle a dû faire cours devant lui. Donc, on avait eu l'affaire aussi de cette maman qui avait écrit où les types qui avaient tué son fils n'auraient jamais dû être mis à côté. Ils se sont retrouvés habitant à un même endroit. Enfin, bien sûr. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la justice. Ça, c'est sûr. Parlons des États-Unis. Ça nous fera des vacances.
avec Elon Musk qui hier a publié, d'abord a commencé par critiquer le budget de Donald Trump, et puis hier a publié un tweet, un message X dans lequel il affirme que Donald Trump fait partie de l'affaire Epstein, et c'est pour ça que ça n'a pas été déclassifié. Écoutez ce que disait quand même, il faut lui reconnaître une certaine clairvoyance, Sandrine Rousseau, il y a quelque temps. Moi, je donne 3 mois à Elon Musk et Donald Trump pour se disputer et ne plus jamais se parler, parce que vraiment, il y avait une concurrence entre les deux hommes qui me semblait être très flagrante dans cette inauguration et qui était tout à fait malvenue compte tenu du contexte. 2024, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Décembre 2024. 3 mois, on n'est pas loin. Ça me vanter, mais je l'avais dit à ce micro, puisqu'ils vont pas tarder à se fâcher les deux. Il y a des tensions qui apparaissaient à l'époque, sur notamment les sujets digitaux. C'est digitaux, c'est. Non, mais c'est normal. Moi, j'ai fait je suis pour la numérisation, je suis un peu moins. Quand j'ai entendu cette affaire, je me suis dit, on est en train de regarder un James Bond où il y aurait 2 méchants, et en fait, l'intrigue, c'est les 2 méchants qui se tirent la bourre. Mais c'est un beau sujet de scénario, ça. C'est quand même lamentable. C'est lamentable et très inquiétant quand même. Premièrement, les gens qui en France sont allés expliquer que Trump c'était génial. Moi, ça me fait quand même un peu, parce que j'aimerais bien les entendre aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais aimé le personnage. Je peux avoir des points communs sur ce qu'il a fait sur la reconnaissance homme-femme, etc. Oui, mais dans la manière de faire de la politique, c'est comment voulez-vous qu'on respecte, comment voulez-vous que les gens respectent? On est dans le théâtre, on est dans des gens qui n'ont plus aucune limite, on est dans de l'hubris. Moi, je suis désolé, Trump est ridicule quand il arrive avec cette espèce de cravate jaune, sa casque. J'ai du mal à voir. Après, c'est des Américains, on ne peut pas juger, nous, la société américaine. Prenez les photos d'il y a 50 ans. Prenez les photos d'il y a 50 ans, et ils étaient américains, et ils se comportaient. Ils se comportaient quoi? Ils se faisaient élire avec les voix de la mafia. Je veux dire, c'est un fou, quoi. Ils envoyaient des barbouzes, foutre des micros dans les trucs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Il y a une différence entre la pratique. Ils payaient les narcos pour aller financer les guérillas en Amérique du Sud. Je ne parle pas de la pratique de l'État, je parle du style. Vous voyez bien que Trump n'a aucune limite, il n'a aucun savoir-vivre, aucun filtre, qu'il se comporte comme un gosse de 8 ans à qui on aurait filé la Maison Blanche, que l'autre... Ça se retourne contre lui. Les marchés d'hélice, les marchés... Désolé, ce n'est pas la politique que je souhaite. Vous souhaitez, mais vous n'êtes pas américain, donc Dieu merci. Mais non, parce que c'est en train de... Je veux dire, Milei qui se balade avec sa tronçonneuse et qui est incapable de trouver un coiffeur. Il a été élu. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Vous n'êtes pas ni argentin ni américain. Donc, évitez que ça se passe en France. Je n'ai pas envie d'importer ça en France. Et donc, les gens qui vous expliquent, qui considèrent, qui passent par-dessus cette manière de faire de la politique pour dire c'est quand même très bien. Moi, je dis non, parce qu'en réalité, c'est un tout. Et je ne veux pas que ça vienne en France. Je n'ai pas envie que dans 20 ans, j'ai une espèce de clown comme ça qui soit président de la République. Je suis entièrement d'accord. Et si on peut même encore aller plus loin, c'est un dit long sur l'état de santé, je pense, de l'Amérique. Et sur le fait que l'Amérique est un allié qui aujourd'hui est quand même pas en très bonne santé. Et donc nous, l'Europe, la France, en particulier surtout la France, on doit pouvoir s'appuyer demain. Ils sont en meilleure santé que nous, aux États-Unis. Oui, mais il y a santé, comme le dit Julien Aubert. Quand on voit la façon dont se fait la politique américaine, on en est encore loin aujourd'hui en France, et on en a bien de la chance. Mais à un moment donné, je pense que la France doit se saisir, et les hommes politiques doivent se saisir du problème. Ce que dit l'Amérique aujourd'hui, ce que dit les États-Unis aujourd'hui, c'est que la France doit pouvoir demain se défendre seule, se défendre avec ses alliés européens et se développer seule. Parce que en fait, si on compte sur un pays qui 35 que vous n'avez pas pouvoir faire décoller, les Américains vont pas vous donner les clés de décollage. Qui est à ce point déviant parfois avec des politiciens qui se traitent comme des stars de télé-réalité, parce que je pense très sincèrement qu'il n'y a aucune différence entre les Marseillais ou les Ch'tis et aujourd'hui ce qui se passe entre Donald Trump et un président qui s'appelle Biden qui était même pas capable de descendre d'un hélicoptère. Non, mais moi je ne fais pas de parallèle. Il a failli se représenter, tout le monde disait en France non mais pas du tout. On peut très bien penser ça. On peut très bien penser ça, mais on peut aussi légitimement penser que Donald Trump est ridicule. Mais au moins il s'insultait pas en match. Il pouvait pas. Alors, on va marquer une petite pause de pub. Que se passe-t-il donc entre Donald Trump et Elon Musk, et jusqu'où vont-ils aller? À tout de suite. Valérie Expert. Oh là là, le débat a continué même pendant la pub. Donald Trump versus Elon Musk. Alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que Donald Trump semble vouloir apaiser les choses en disant ce n'est pas grave, ça se passe très bien, ça n'a jamais été aussi bien, etc., etc. Donc, il a peur de Musk, à votre avis?
il peut avoir peur. Il pèse quand même. Ouais. Je rappelle quand même que Tesla, tout le monde dit les Tesla, ça marche pas très bien en ce moment. C'est plus en totale capitalisation, c'est plus que la totalité des constructeurs automobiles européens. Musk est 100 fois plus riche. Et puis SpaceX, c'est quand même une puissance. C'est quand même une puissance qui peut aller vendre à n'importe qui. Parce que c'est pas Boeing avec. C'est pas Boeing avec les portes qui se décrochent. Avec les portes qui se décrochent ou son vaisseau qui arrive pas à revenir au bout de 6 mois avec les passagers, qui va essayer de rentrer en concurrence et qui va fournir une solution d'envoi de véhicules spatiaux à la NASA. La NASA est complètement devenue dépendante de SpaceX. Hein. Et d'ailleurs, on me disait que Trump avait menacé d'arrêter les gros contrats. Oui. Il peut pas. En fait, c'est des contrats à tellement long terme que ça peut pas s'arrêter. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution de repli. Donc, si donc il est à la main, l'espace et la conquête de l'espace américaine était à la main d'Elon Musk. Et s'il commence à vendre à tort et à travers dans le monde, parce que je rappelle que Elon Musk, c'est pas un natif américain. Donc il peut se dire, après tout... ils n'ont plus qu'à nationaliser SpaceX. Voilà pourquoi sur les sujets de souveraineté, il ne faut pas s'en remettre au secteur privé. Il y a des choses qui relèvent de l'intérêt stratégique national et jamais la NASA... Alors, ils savaient qu'ils n'étaient pas bons. Et Boeing a prouvé qu'ils étaient en revanche pas bons non plus. C'est bien pour Airbus quand même. Mais Musk tape en dessous de la ceinture. Là, quand il dit Epstein, l'affaire Epstein. Parce que l'autre ne comprend que ça. Ben oui. Ouais. Il l'a pris là où il avait besoin de le prendre pour qu'il lui fasse fermer. Si c'était un combat de catch, je dirais qu'il a fait un coup en dessous de la ceinture. On voit très bien la partie qu'il a saisie. En entendant les petits cris stridents, j'ai l'impression que Trump, généralement... C'est bien d'avoir le Trump. Parce que Trump est fan de catch. Il est fan de la WWE. Et d'ailleurs, on imagine bien avec le masque. En Hogan. Théo, vous avez... parce que tout le monde a ricané quand même, mais est-ce qu'on doit ricaner de cette on peut confrontation ? ricaner, mais en même temps, on peut un peu le déplorer, mais très sérieusement en même temps, parce que c'est quand même la première puissance mondiale. C'est dans un point de vue occidentaliste, c'est le leader de l'Occident, même si j'aime pas ce côté atlantique et je suis pas atlantiste, mais c'est quand même la figure qui normalement est censée incarner l'Occident, et à partir de ce moment-là, au-delà de rigoler, on doit le déplorer. Et c'est ce que je disais, en fait, je fais un parallèle, il faut qu'à un moment donné, l'Europe se réveille, mais définitivement, il faut arrêter de dire, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on agisse. Parce que, en fait, on ne peut pas construire un avenir stable si on a une puissance américaine qui ne l'est pas. Et non, politiquement, elle n'est pas stable, parce que sinon, ils nous auraient pas attaqué avec les droits de douane. Mais alors, ils l'ont toujours fait. Arrêtez. Là, quand même, d'une il l'avait déjà fait. Mais il l'avait déjà fait sur le champagne et sur le Roquefort. Donc, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On s'en souviendra pas. Ça fait partie du. Je pense pas que le RN. Il fallait pas rentrer dans la société du spectacle. On a fait rentrer la politique dans la société du spectacle. C'est ce que disait Julien Aubert. On va se rappeler quand même que Nicolas Sarkozy était en direct avec son téléphone. Je crois que c'est Cécilia qui m'appelle comme ça devant les écrans. Carla, c'est du sérieux. Carla, c'est du sérieux. Enfin, si tu reviens, j'arrête tout quand même. Le problème, c'est que toute la planète n'est pas dans la société du spectacle. Et Poutine, qui lui a une vision très 20e siècle, les Chinois, on a quand même un basculement du monde. C'est sûr que Xi Jinping, c'est pas le mec qui va faire marrer à la fin des dîners. Il y a une critique de Poutine qui est de dire qu'on est des dégénérés. Et honnêtement, quand on regarde ça... La critique de l'Occident en disant regardez ce que vous a amené le monde de liberté, voilà, à mon avis la critique. Bien sûr. C'est sûr que Moody doit regarder ça d'un air un peu. Oui, mais ensuite, il y a une crise. Je pense que ça peut mener à une crise autoritaire. Moi, aux États-Unis, ça sent plutôt la fin de la République et les Américains risquent de chercher des solutions fortes pour protéger leur pays après Trump. Il y a un beau film qui était, un beau film. Non. C'était Civil War qui traduisait notamment bien ce côté un peu sécessionniste qui risquait d'arriver aux États-Unis, et après sans faire de fiction, mais c'est vrai que ce genre de scénario peut-être plus proche de la réalité que de la fiction maintenant. Enfin, l'histoire va oublier Trump. De toute façon, c'est ce que disait un ministre, je ne sais plus quel ministre, il faut déjà préparer l'après-Trump. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se positionner. Il y a les élections de mi-mandat. C'est ça. Il y a les élections de mi-mandat, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de leader chez les démocrates. Il faut quand même se rappeler qu'ils sont à la recherche d'un... Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut dire qu'ils avaient quand même multiplié les superstars. Pour le coup, là, j'ai Joe Biden, où est la sortie. Kamala Harris, qui a été une très
mauvaise candidate, et aujourd'hui tout le monde commence à le dire, elle avait été une horrible candidate. Précédemment, on avait eu Hillary Clinton, qui elle-même avait été une catastrophe ambulante en termes de candidate. Il faut aussi qu'il y ait une porte de sortie. Les Américains, ils avaient un choix simple. Ils avaient Donald Trump ou ils avaient Kamala Harris. Kamala Harris, je crois, a tout fait pour que les Américains aient pas envie de voter pour elle. À la base, il devait y avoir 2 septuagénaires. Donc si après, moi, on m'explique pas que c'est pas une crise démocratique, c'est quand même embêtant d'avoir des dynasties dans un pays qui est sans disant, bon, on a des fils d'eux qui se succèdent. Parce qu'en France, non. Un peu moins. Ah bon? Qui? Bah oui, Rotaillot, c'est le fils de qui? Barrault, il fait pas le fils on nous parle de Louis Sarkozy. On n'a pas le fils Chirac qui a succédé 3 mandats après à son papa. Non. Et puis deuxièmement, parce que Nicolas Sarkozy s'était pas préparé à nommer son fils à la tête de la défense, ou c'est moi qui ai raté un épisode? Il y a du népotisme. Il y a du népotisme. Puis les Hauts-de-Seine, c'est à part. D'accord. Et puis ensuite, le mélange terrible entre les intérêts privés et les intérêts publics, et la dépendance. Et on voit bien les milliardaires. Enfin, voilà. Oui, nous avons M. Bolloré. Mais M. Bolloré, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas besoin. Et voilà. Le pouvoir n'est pas là. Donc, c'est pas s'emmerder. Allez, je voudrais qu'on change de sujet, qu'on revienne en France, qu'on parle du PS. On avait le choix entre le PS et le porno. Et on a choisi celui qui était le moins excitant. J'avoue que ça ne m'excite pas, mais il reste que 3 minutes, donc je me dis qu'on va boucler le sujet assez vite. Je propose de fusionner les sujets, d'essayer de faire une métaphore filée. Olivier Faure, au poste de premier secrétaire, il a été élu. Résultat très serré, la fin d'un suspense. J'avoue que c'était mieux que Loïs Boisson. Mais c'était moins bien que les Républicains. Parce que nous, quand on fait une élection, ça dague. Pas encore quoi. Il n'a pas été élu. Non, je dis, il va falloir attendre la commission des recollements qui va avoir lieu à Nancy, parce que ça sera vraiment, on aura vraiment le score définitif. Martine Aubry et Ségolène Royal il y a quelques années. 12 000 votants quand même pour. C'est effectivement le collège électoral. Je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Il me semble qu'ils étaient à peu près dans ces mêmes niveaux au dernier congrès. Pour faire un parallèle avec les Républicains, on a voté, on était un corps électoral de 120 000 adhérents. Eux, ils étaient 40 000, donc apparemment 10 000 votants seulement. C'est un flop énorme pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est toujours en train de chuter. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils ont entamé une stratégie d'il y a quelques années de se soumettre à LFI, ils s'en remettent toujours pas. Et Olivier Faure, en réalité, aujourd'hui, il a fait sa campagne sur une ligne, on va dire, de semi-indépendance, en tout cas sans Mélenchon, mais en réalité avec d'autres gens qui voudraient bien accepter, mais sans lui. Alors qu'en réalité, on sait tous très bien comment ça va se passer. Ils vont faire campagne, non, nous on est le PS, etc., on est autonome, indépendant. Puis hop, la veille des élections, ils vont voir le sondage, ils vont se dire Jean-Luc Mélenchon, on s'allie, et ils vont cautionner au final toutes les horreurs qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, toutes les inepties qu'il a dit, qu'il a commis, et en même temps lui et ses amis. Et en fin de compte, on aura toujours le même PS, c'est-à-dire un parti socialiste qui est faible, qui n'arrive pas à se remettre de ces dernières défaites. Vous vous rendez compte qu'ils étaient au pouvoir en 2017 on se rend compte surtout du bilan Hollande. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la société d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, la vraie gauche, c'est la gauche écologiste, parce qu'elle a une vision, je dirais, elle a une vision complète de la société. Elle propose une transformation. On est d'accord, on n'est pas d'accord. La gauche, elle n'a plus de transformation sociale, elle n'a plus de progrès collectif. Elle existe sur le sociétal éventuellement, mais enfin, une fois qu'on a fait la PMA, la GPA, la reconnaissance des transgenres, il ne restera pas grand-chose. Et la loi El Khomri. vous étiez encore à l'Assemblée nationale. Oui, la loi El Khomri. Non, mais c'est vrai que c'est Comment ? J'avais oublié. Oui, vous avez oublié. Et on se demande. C'est dur de passer des accords de Grenelle à la loi El Khomri. Oui. Et quels accords avec LFI ? Ce qui est intéressant, c'est que le Parti socialiste, c'est vrai qu'on prend le mauvais référentiel en vérité, si je puis me permettre, parce que vous avez une tradition. À LR, qui est tradition gaulliste, bonapartiste, avec parti de masse, ce qui était la tradition pour s'opposer, RPF, pour s'opposer au Parti communiste, donc parti de masse contre parti de masse. La barre d'immeuble des ouvriers, là, elle votait RPF, et puis celle-là, elle votait Parti communiste. On est resté dans cet imaginaire avec des grosses structures, des gros partis. Le Parti socialiste, ça n'a jamais été un parti de masse, déjà, et c'est un parti où il y avait une difficulté à adhérer.
Parce qu'il fallait que vous soyez sponsorisé par quelqu'un, vous ne pouviez pas rentrer dans telle section parce que cette section était rocardienne et que celle-là, elle était plutôt dans l'autre tendance, etc. Donc il n'y a jamais eu beaucoup d'adhérents. Je crois que à la fin des années 80, il y avait à peine 20 000 adhérents au Parti Socialiste. Alors qu'ils étaient au pouvoir. C'était extrêmement faible. Celle qui a révolutionné ça a été, comment s'appelle-t-elle ça a été lors de l'élection de 2007, où on a fait les adhésions à 20 €, ce qui avait permis à Ségolène Royal d'être candidate, puisque les gens s'étaient rués enfin pour pouvoir adhérer au Parti Socialiste, et ça avait changé, et tout d'un coup le Parti Socialiste avait pris beaucoup d'adhérents. Mais là il est revenu à ce qu'il était, un petit parti de magouille, avec des tendances, avec quelques centaines de voix d'écart, parce que c'était plus intéressant pour Bidule, voilà. Mais c'est quand même étonnant qu'un parti qui a incarné un peu... En plus, il y a une différence, excusez-nous pour nos auditeurs, mais il y a une différence entre le vote des motions, qui peuvent être majoritaires, et puis l'élection du secrétaire général. C'est-à-dire que le secrétaire général peut être élu, mais avec une motion qui l'aurait emporté contre lui. Ouais. Là, en l'occurrence, les deux sont à peu près, mais c'est hyper ric-rac. Et puis on félicitera quand même Monsieur Vallaud pour ce changement de pied Boris Vallaud au dernier moment, qui permet à Ford de rester premier secrétaire. Il faudra qu'on explique un jour comment le PS a pu s'auto-flageller quand Glucksmann fait un score magnifique aux européennes, c'est-à-dire qu'il pouvait emporter le pompon pour faire émerger quelque chose, une nouvelle ligne, peut-être plus progressiste, et moins LFI, on va dire surtout. Il s'est fait voler en 2 jours quand même la vedette, et ils se sont rapprochés. Et là, l'occasion était un peu historique, j'allais dire, de s'émanciper un peu de ce mouvement extrémiste dont tu parlais. Et là, ils ont replongé, et c'est vraiment ce que tu dis, une façon de replonger dans leur travers, dans ces élections qui sont gagnées avec quelques pouillèmes, où ça discute de tous les côtés. D'ailleurs, l'opposant de Ford, il est remonté comme un coucou pour demain lancer une contre-offensive. Donc ça va être quelque chose qui sera ingouvernable. Il n'a pas été très bon candidat non plus, hein. C'était pas... c'était pas une campagne de fou non plus. Non, c'était pas une campagne de ouf. Le problème, c'est que leur meilleur talent, c'est Glucksmann. Oui. Il se trouve à l'extérieur. Oui. C'est vrai. Allez, les 3 minutes consacrées au PS sont écoulées. On va passer au porno. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Pornhub et YouPorn désormais inaccessibles en France. La liberté n'a pas de bouton off, c'est ce que vous trouvez si vous essayez d'aller sur ces sites. Vous avez tous essayé, j'imagine. Les contenus sont inaccessibles depuis mercredi parce qu'ils protestent contre l'obligation de vérification de l'âge des utilisateurs. Tout cela paraît d'une absurdité absolue, puisque avec un VPN, un simple VPN, vous pouvez avoir accès à ces sites. Donc oui, protéger les enfants, protéger les mineurs. Maintenant, est-ce que demander l'âge est suffisant quand vous allez sur des sites de vin, par exemple, que je connais mieux que les sites pornographiques, on vous demande, vous êtes majeur, je clique sur oui, personne vérifie si je suis vraiment majeur. Justement, là, ce qu'on voulait, c'est aller plus loin en vérifiant effectivement l'âge. Avec le photocopie du passeport ou de la carte d'identité. Que des gens contournent, il y aura toujours, quand vous mettez une règle, il y aura toujours des gens qui contournent. Oui, mais c'est maintenant, très facile. Si l'objectif c'est d'empêcher que les mineurs puissent y accéder, aujourd'hui c'est plus compliqué parce que pour avoir accès au site à l'étranger, il faut passer par un VPN. Le VPN, il faut le payer. Donc si on est mineur, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc si l'objectif public est d'empêcher que les mineurs puissent avoir accès à ces sites, moi je suis très content. Oui, non mais moi sur le fond, je suis entièrement d'accord. Voilà, tous les psys vous diront que c'est pas un super apprentissage de la chose, hein, de regarder aller sur ces sites et de voir comment les rapports hommes-femmes que ça soit difficile pour l'accès. Et je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Ma difficulté, c'est encore une fois, on crée des usines à gaz. Et on facilite en vérité, ou on pousse en tout cas, justement, l'utilisation de VPN pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Alors, ce qui est hyper dangereux dans le porno, c'est les très jeunes en fait. Hein. C'est les 10, 12, 14, 13 ans. Là, ils vont peut-être pas aller voir un VPN, c'est un peu compliqué. Et encore, il y en a qui, à mon avis, se débrouillent. Ce qui est en revanche beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on n'ait pas réussi à trouver un système où on ne violait pas, c'est ça la difficulté, on ne violait pas la liberté publique des gens, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie de laisser votre carte d'identité pour dire que vous êtes allé regarder Latina, Big Tits et tout ça sur non mais on sait tous qu'il y a des catégories, voilà. Et donc bien sûr que si, parce que vous savez quoi, c'est que sur les occurrences, on le sait, parce que ce sont les occurrences de recherche sur Facebook.
les occurrences de recherche sur Facebook, c'est très intéressant. Voilà. Et vous avez, vous dites pas sur Facebook, sur Google. Les occurrences de recherche sur Google sont très intéressantes de ce point de vue-là. Non, je veux dire que, regardez, si vous voulez vous connecter sur le site des impôts, hein, il fallait remplir sa déclaration cette semaine. Vous avez des portails où vous avez le choix de vous connecter via votre numéro, soit de sécurité sociale, soit la poste, soit etc., etc. Je pense qu'il aurait fallu trouver un système de ce genre-là, c'est-à-dire un système extérieur qui lui connaît votre identité, il sait qui vous êtes, vous avez un mot de passe et avec ce système vous pouvez vous connecter au site que vous voulez, le pinard, le machin, etc. Oui, c'est ça, c'est l'identité numérique. Et c'est ce que je vous dis. Et donc on aurait pu utiliser peut-être quelque chose d'extérieur sur ce type-là, qui vous permet de rentrer sur des sites tiers sans qu'on sache forcément qui vous êtes. Vous avez un numéro d'identifiant électronique, on ne sait pas qui vous êtes, et là, vous pouvez regarder ce que vous voulez, et ça vous regarde. Et en plus, on sait que vous êtes majeur. Des auditeurs me disent, sans VPN et en changeant le DNS, on y accède et ça coûte 0, et en 2 minutes, et sans VPN, on accède au site porno. C'est pas un gamin de 12 ans qui va faire ça avec le DNS et le truc et le machin et le bidule, c'est pas vrai. C'est ceux-là qui sont ceux qui ont 16, 17 ans. Hein. Ils ont la majorité sexuelle à 16 ans. Voilà, je trouve qu'on n'a pas été très inventif sur un truc. C'est ça, c'est que l'intention est louable. Après, est-ce qu'on s'est donné les moyens de réellement... Et c'est eux qui font cette communication. Attention, ce sont les sites qui appartiennent au même groupe. Les 3 sites, en vérité, ont des noms différents, mais ils appartiennent au même groupe. C'est Dorsel, c'est ça? Non, c'est un groupe américain. J'ai pas le nom. Et il se trouve qu'ils ont utilisé, il faudrait savoir d'ailleurs quelle est l'agence de communication qui leur a donné cette idée, ils ont procédé par un système d'inversion. C'est-à-dire que c'est eux qui ont bloqué eux-mêmes leur site en disant « Ah ah, vous voyez que vous êtes bien embêtés et que ça vous embête bien de ne pas avoir accès à notre joli site avec tous ces contenus fabuleux et horribles que vous avez envie de regarder. » C'est le groupe Hello, AYLO. Et donc, ils ont bloqué et ça leur permet de faire une campagne de communication via cette auto-censure qu'ils ont créée. Complètement. Voilà. Et donc, regardez, c'est réussi. Ça va se retourner contre Regardez, eux, hein. c'est réussi. On en parle sur ce plateau et ça devient une question de société. De pression des gens qui regardent les sites pour exiger de leur politique qu'ils changent la loi. En réalité, personne va sortir dans la rue pour dire le site porno. Ils vont faire exactement ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Les gens utiliseront un détournement pour le faire. Parce que l'idée, c'est que moi, le majeur qui fait ça, ou le type adolescent de 17 ans qui le fait, c'est pas grave. L'idée, c'est de protéger la jeunesse. J'aurais l'objectif d'efficacité. Je suis d'accord, on aurait pu trouver un système plus le gamin qui va taper YouPorn, il n'y arrivera pas. Voilà. Mais donc c'est déjà. Je suis très content. Mais il y a 50 sites qui trouvera et tout le monde se passera. Espérons que le boycott s'étende. Honnêtement, c'est comme les revues. Ah oui, non, mais je partage entièrement ce qui est dit. Le but même, c'est de faire en sorte que les mineurs, mais les très jeunes mineurs, n'y accèdent pas. Donc, quand tu as 15 ans, 14 ans, tu sais pas forcément ce qu'est un VPN, ou alors tu sais pas trop comment l'utiliser. Et comme on l'a dit, il faut payer avec une carte bleue. On va pas demander à ses parents de payer ça parce que c'est un peu délicat de le justifier ensuite. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Évidemment, ça répondra pas à tous les problèmes, mais je pense que même si c'est un petit pas, faut saluer tout petit pas. Voilà. S'il faut en passer par là pour protéger les très jeunes, exactement. Acceptons l'augure. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, le visionnage de porno chez les très jeunes, ça crée de vrais problèmes, à la fois psychologiques. Mais ça révèle un problème de souveraineté américaine. Vous savez que Trump nous en veut beaucoup en Europe de légaliser l'accès et de réglementer l'Internet et tout ce qui est digital. Et là, de voir que c'est les Américains qui prennent les devants pour empêcher qu'on aille sur ces sites, je suis convaincu que ça va se retourner contre eux parce qu'après tout, comme tu le disais, personne n'ira manifester pour dire on veut retrouver nos sites. Et puis, en fait, il n'y a pas vraiment de solution pour eux. C'est d'accepter une réglementation comme l'ont fait les GAFAN progressivement, même s'ils font beaucoup de tu es communicant, comme moi. Voilà. Ça m'arrive. Ah, ça t'arrive. Tu sais bien ce qu'ils ont fait. Oui, ils perdent beaucoup d'argent là. Oui, ils ont gagné énormément tous les jours. Je vais pas les plaindre. C'est que c'est une campagne d'influence. Ouais. Oui. Voilà. Et ça va influencer qui en fait? C'est ça que je me posais comme question. Ils influencent parce qu'ils mettent le sujet. Pas Retailleau qui va dire ça serait bien qu'on ils mettent le sujet sur la place publique. Le problème, il est pas là. C'est qu'ils mettent le problème sur la place publique et ils obligent les politiques. Voilà.
à répondre à cette question. Et alors que le politique, c'est pas son rôle de répondre à cette putain de question. Je veux dire, tout autour du digital. Aujourd'hui, on réglemente l'IA, on réglemente. Je veux dire le numérique, parce que le digital, ça me dérange à chaque fois. Je vois un énorme doigt qui se dirige vers moi. Par contre, c'est vrai que si d'autres géants de l'internet ou du numérique s'amusaient à faire ça, ça montre quand même l'indépendance et le fait qu'on nous dit vous n'avez pas le droit de faire la loi chez vous. Oui, donc mais je suis d'accord. Sur le fond, ça pose un vrai sujet. Et donc, par contre, l'État devrait en tirer des conclusions pour l'avenir. Parce qu'on pourrait demain avoir d'autres sujets où on dit on veut des restrictions sur l'Internet. Comment on fait? Merci. Je vois les images du dîner d'État hier qui a été donné en l'honneur du président Lula et l'arrivée sur le tapis rouge à l'Élysée avec le Premier ministre qui est escorté par quelqu'un avec un parapluie. Franchement. Franchement, non, Juliette, elle lève les yeux au ciel. Le ministre, il va pas arriver trempé. C'est important. Non, mais ça se fait partout. Dans les grands hôtels, ça pose pas de problème aux gens. Pendant les JO, il y a quelqu'un qui restait une heure à tenir le parapluie. Après, c'est comme, vous savez, c'est tous ces jobs. Il y a des gens qui sont payés et le type, il est content d'avoir peut-être ce job. Je dirais, il ferait quoi? Vous savez, c'est un peu le. On a supprimé les chauffeurs, vous savez, dans les collectivités. On dit, c'est scandaleux. Mais il y avait des gens dont c'était le métier. C'est vrai. Et en fait, vous le supprimez. Et ils aimaient leur métier. Et ils aimaient leur métier, ils étaient contents. Alors, je retire parce qu'ils sont tous accompagnés, effectivement, d'un parapluie. Après, si le parapluie est sponsorisé par une puissance étrangère. Non, ce n'est pas le cas. Dans la cour d'Élysée, ça serait dommage. Tout de suite, vous retrouvez Alexis Poulain. Ce serait la